Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la société africaine de raffinage qui démonte la rumeur d'une rupture dans la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers. La SAR soutient qu'il n'y a aucune menace sur la fourniture de la Sénélec en produits pétroliers. Le collectif pour la défense du phare des Mamelles dans la rue pour réclamer la fin de l'accaparement des terres. Ses membres ont exigé la destruction d'un bâtiment, futur siège d'une ONG internationale. La randonnée macabre du coronavirus se poursuit. 5 personnes décédées a annoncé ce matin. 130 nouvelles contaminations ont également eu lieu. Et puis, Fédération sénégalaise de boxe, le colonel Seydina Ba passe le témoin à Modou Mamoun Sen. Le nouveau président liste ses priorités dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, les développements. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La Société africaine de raffinage dément une rupture dans la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers. Selon la SAR, les stocks sur le territoire national sont suffisants pour satisfaire la demande du marché local. Elle soutient qu'il n'y a aucune menace sur la fourniture de la Sénélec en produits pétroliers. Le secrétaire général de la CNTS-FC, lui, soutient que les travailleurs de la SAR risquent de ne plus percevoir leur salaire. Cheikh Diop est convaincu que la situation est pire qu'en 2008. Il en appelle à la responsabilité de l'État pour éviter une rupture de fouel. Je vous propose de l'écouter dans ce sujet. Il est plutôt au micro de Pape Faraning Hermadouba. Il doit être traité à 3 niveaux, à mon avis. Dans l'immédiat, nous devons régler très rapidement les problèmes d'approvisionnement, de fonctionnement, redémarrer la SAR, parce que depuis une semaine, la SAR est à l'arrêt. Je pense également que dans le moyen et le court terme, l'État doit élaborer, si ce n'est pas fait, un plan stratégique de développement du secteur du raffinage dans le contexte nouveau de l'économie pétrolière. Ceci est extrêmement important à mon avis. Et gérer la SAR dans cette perspective stratégique de notre économie, la place du raffinage, dégager des stratégies claires dans le moyen et le long terme pour que la SAR puisse véritablement se conformer à la nouvelle économie pétrolière en tenant compte encore une fois de la préférence nationale. Nous avons des capitaines d'industrie, des investisseurs sénégalais capables de s'impliquer à côté de Petrosen. La situation de la SAR inquiète au plus haut niveau les travailleurs que nous sommes. Qu'on le veuille ou pas, nous ne sommes pas loin, en tout cas on y pense sérieusement, d'une cessation de paiement. Il y a la dette qui occupe une très bonne place dans ces difficultés de trésorerie. Le collectif pour la défense du phare des Mamelles dit halte aux accaparements des terres. Il a tenu une marche ce matin. C'est pour exiger la destruction d'un bâtiment futur siège d'une ONG internationale. Les membres dénoncent une corruption sur les installations et demandent à l'État du Sénégal d'agir dans les plus brefs délais. Un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mardien. Ils sont à environ 4 km du sud-est de la pointe des Almadies, un site situé sur la presqu'île du Cap-Vert. Nous voilà au phare des Mamelles, un patrimoine prisé par les ONG internationales, une situation qui inquiète ce collectif. Un bâtiment qu'on vient construire sur le flanc et sur l'œil du phare des Mamelles, qui est un site historique classé, qui est un espace géostratégique parce que aidant à la navigation aéroportuaire, mais qui est aussi donc un site d'étude pour les géologues avec une roche qui est bâtie sur une roche volcanique. Pour toutes ces raisons, on ne peut pas comprendre qu'une autorisation soit délivrée à une organisation qui vient construire un siège ici. Une organisation internationale. Mieux, le collectif pour la défense du phare des Mamelles parle de corruption. Moi-même, ils sont venus chez moi, ils m'ont proposé de l'argent
et beaucoup d'ordinateurs pour mon association, je les ai virés de mon salon. On est allé faire un trafic d'influence, mon cousin, Daouda Sissoko, qui habite Ouakam, qui se dit imam, pour me taxer de tous les péchés d'Israël. Et pourtant, des aménagements étaient prévus dans ce site, mais jusque-là, c'est à l'état projet. Il y a un programme d'aménagement en géoparc. Il nous a montré la maquette du programme pour le géoparc. Et nous avons dit aussi donc ce collectif et toutes les associations vont apporter leur concours dans cet aménagement de géoparc. On a dit que nous allons mobiliser des milliers de jeunes Africains pour venir servir au reboisement de cette zone-là. Après cette audience, M. Fofana, Abdou Karim Fofana, nous a reçus avec son cabinet. Il nous a présenté aussi donc une maquette d'aménagement en nous disant que cette maquette va être jumelée à celle du ministère des Mines pour en faire un seul et unique programme. Ces défenseurs du littoral souhaitent la destruction de ce bâtiment juste après la fête de la Tabaski pour réparer ce qu'ils appellent injustice. Les jeunes de Dakar Plateau aussi réclament leur plage. Anse Bernard, ils ont appris la déclassification d'une partie de ce site au profit d'investisseurs sud-africains. Ils ont pris part donc à la marche du collectif pour la défense du phare des Mamelles. C'était ce matin. On écoute un des membres de ce collectif. Il s'appelle Babacar Ndao. Il est interrogé par Maïmouna Ndiaye et Maria. On a constaté par le biais du club de natation qui se trouve à Anse Bernard que en fait, l'État a déclassifié depuis 2017 Anse Bernard qui doit être construite par un complexe hôtelier doit être construit là-bas et dont les propriétaires c'est des Sud-Africains. Et si nous faisons les enquêtes, c'est les collaborateurs de Yerim Sow. Avant quoi qu'on dise, Dakar, comme le disent les femmes Borom. Et avant d'engager un combat, il serait bien que ces gens qui connaissent l'histoire, le présent et aspirent à construire le futur soient là pour nous accompagner dans ce combat qui est un combat pour tout le Sénégal. Et puis cet accident mortel à hauteur du village de Niahen dans le département de Malem-Hodar. Un mini-car de transport en commun a heurté un enfant de 14 ans qui jouait avec ses camarades non loin de la route. L'accident a eu lieu vers 19h hier et l'enfant qui était dans le coma a succombé à ses blessures. Le corps sans vie est déposé à la morgue de l'hôpital de Kaffrine. Le Sénégal enregistre 5 nouveaux décès liés au coronavirus, ce qui porte le nombre à 187 sur 315 tests réalisés. 130 sont revenus positifs, 105 cas contacts et 25 cas communautaires. 73 patients sont déclarés guéris, 53 cas graves en réanimation. Au total, 3000 malades sont sous traitement. 2 morts du coronavirus à Sédhiou. La région n'avait plus enregistré de cas depuis le 24 juin. Des décès survenus alors que les populations ne portent plus le masque. Des jeunes ont entamé une campagne de sensibilisation et de distribution de masques. Bakary Konté Khalidjamé. La présidente des Badjangor du département de Bounkiling testée positif, elle souffrait du diabète en évacuation vers l'hôpital régional de Sédhiou. Elle décède en cours de route. Une autre femme âgée de 74 ans qui habite Tinguindir dans la commune de Bambali a été hospitalisée à l'EPS 1 de Sédhiou avant de rendre l'âme. Ces 2 cas ont eu lieu au moment où les populations ne portent plus de masques. Des jeunes forces vives de Sédhiou avec Mohamed Diété ont distribué des masques et ont sensibilisé les populations ces derniers jours. La distribution des masques là a été faite à Dakar, a été faite à Bounkiling, a été faite à Kandiadjou. Moi-même et le président, on était à Kandiadjou pour la distribution des masques. Aujourd'hui, c'est le tour de Sédhiou. Et quand il nous a donné ces masques-là, il y a un appel très fort qu'il a fait. Parce qu'il nous a dit que dès l'instant que vous arrivez à Sédhiou, il faut, comme vous pouvez entrer dans chaque maison, mais il faut aller dans des milieux publics, dans des écoles, sensibiliser la population. Vous savez, avec le corona là, tout au début, le débat était sur l'existence ou l'inexistence de cette maladie. C'est ça où les gens doutaient. Mais aujourd'hui, le débat n'est plus ça. Aujourd'hui, les gens pensent que la maladie n'est plus là. La maladie, elle est partie. Donc le président Diété nous a instruit, quand on vient ici,
qu'on fasse notre mieux pour sensibiliser la population afin de ne pas négliger cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec la population sénégalaise, il y a une négligence envers les citoyens. Les citoyens ne portent que des masques quand ils voient un homme de tenue. Dès l'instant qu'ils dépassent l'homme de tenue, ils ne portent pas, ils baissent les masques parce qu'ils pensent que c'est lui le virus. Depuis la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, les mesures barrières ne sont plus respectées dans le Pakao. Pour l'heure, les autorités sanitaires s'affairent autour de la gestion des 2 corps. La morgue de l'hôpital de Sédhiou est en panne. Les 2 corps ont été évacués au district sanitaire de Bounkiling. Les populations doutent toujours de l'existence de cette maladie du coronavirus car les agents du district sanitaire de Sédhiou et le service d'hygiène ont été chargés de Guindir en voulant désinfecter le village. Le virus réapparaît dans la région de Matam où 9 cas sont en ce moment sous traitement et tout est parti des 2 cas communautaires à Boki-Diawé et Kanel qui ont contaminé cette autre personne, Ali Bandelnian. Après une accalmie de plus de 3 semaines, la Covid-19 réapparaît dans la région de Matam. 2 cas communautaires à Boki-Diawé et à Kanel et 7 cas contacts qui portent aujourd'hui le nombre de porteurs du virus à 9. Une réapparition au moment où l'on constate un relâchement total des populations à propos des mesures barrières. Ce qui suscite aujourd'hui une grande préoccupation des autorités médicales de Matam. Vous savez qu'on a senti un certain relâchement au sein des populations dans les mesures barrières, alors que l'épidémie est en train de progresser. Aujourd'hui, ici, la brigade d'hygiène a ciblé le foirail de Ourossogui. C'est parce que nous sommes à la veille de la période de Tabaski. Donc il y a un melting pot qui est là, avec les vendeurs, les éleveurs venant de la Mauritanie, venant du Mali et de partout, et qui viennent encore rencontrer les vendeurs qui sont sur place, les tefanké comme on les appelle, les vendeuses qui sont là et les enfants aussi qui sont ici. Et toutes ces personnes-là ont derrière elles des familles où nous avons les vieilles personnes, les personnes maladives qui sont dans les maisons et que nous devons protéger. Donc c'est pour ça aujourd'hui à la veille de la Tabaski, la brigade d'hygiène a sensibilisé cette zone pour renforcer d'abord les mesures de prévention, rappeler le lavage des mains, rappeler le port du masque, mais rappeler aussi la distanciation physique. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis venu aussi appuyer cette mission. Mais il faut rappeler aussi que cette mesure que nous sommes en train de faire avec la brigade d'hygiène, c'est la mesure préventive. Donc c'est la première chose qui vient. Et ensuite, on va forcément passer à la répression parce que nous avons l'obligation de protéger les populations, surtout nos vieilles personnes qui sont vraiment des mémoires pour nous, mais surtout aussi des personnes maladives que nous devons protéger de la Covid. Sous la coordination des éléments de la brigade régionale de l'hygiène, cette campagne de distribution de masques a d'abord visé les ouvriers dans leurs ateliers et les différentes gares routières. Pendant ce temps, les éléments de la police et les forces de la gendarmerie poursuivent la traque des récalcitrants dans les rues de Matam et de Ourossogui. Le paludisme, pendant ce temps, constitue toujours la première cause de consultation dans les structures sanitaires de la région de Kolda. Et les enfants en sont les principales victimes plutôt. C'est pourquoi, à l'occasion de la campagne de chimio-prévention de paludisme, la région médicale de Kolda a ciblé plus de 200 000 enfants âgés de 3 mois à 10 ans. La dite campagne a été lancée ce samedi à Vélingara, d'où nous appelle Abdoulaye Diallo. L'hivernage est la période pendant laquelle le paludisme est la première cause de consultation dans les structures sanitaires de la région de Kolda. C'est à cette période également que la campagne de chimio-prévention de lutte contre le paludisme saisonnier est lancée à Kolda, notamment dans le département de Vélingara. Pour cela, la région médicale de Kolda a ciblé plus de 200 000 enfants âgés de 3 mois à 10 ans. Le choix de Vélingara n'est pas un choix fortuit. Aujourd'hui, notre région a une cible de 216 183 enfants de 3 mois à 10 ans à couvrir. Et sur cette cible régionale, les 90 849, soit 42% de cette population, sont des enfants de Vélingara. Cela fait que le choix était un choix tout à fait raisonné. Cette campagne n'a pas été menée en 2018 à cause de la grève des personnels de santé et les populations coldoises en avaient payé les frais. C'est pourquoi ces populations sont invitées à collaborer avec les relais qui seront dans les domiciles pour apporter les médicaments à leurs enfants. À cet effet, nous voudrions compter sur la compréhension des parents pour réussir à la fois l'effectivité de la réponse contre la Covid-19 d'une part
et la prévention contre le paludisme d'autre part. Cette double présence d'esprit est d'autant plus importante que nous ne devons laisser nos vies et celles de nos enfants ni à la Covid ni au paludisme. Le paludisme tue et c'est l'une des principales maladies qui sont à l'origine de la mortalité infantile dans la partie sud du Sénégal. Soyez donc mobilisés comme un seul homme pour lui barrer la route. Cette campagne qui se déroule dans un contexte particulier à cause de la Covid-19, les responsables du secteur de la santé à Kolda comptent prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect des mesures barrières. Nous allons à Thiès, à Présonville, où le banditisme et la criminalité ont pris des proportions inquiétantes. Et pour lutter contre ce fléau, les autorités administratives, de concert avec l'agence de l'informatique plutôt de l'État, ont initié un projet pour la sécurité des populations avec des caméras de surveillance qui sont installées à travers les artères de la ville, les marchés et lieux recevant du public. Cher Anta Diop. Partout en ville, à travers les artères de la capitale du rail, sont installées des caméras de surveillance. Une initiative saluée par le chef de l'exécutif régional qui se réjouit du fait que le projet contribue largement à la lutte contre le grand banditisme. Nous avons visité donc le projet Safe City, une manière de surveiller la ville à travers des caméras, également à travers des centres de commandement et des centres de cyber-opérationnels qui nous permettront de pouvoir sécuriser, nous espérons, davantage. Donc Thiès, davantage. Nous avons souvent beaucoup de problèmes de petite criminalité dans ces régions-là. Ça peut être également aller vers la grande criminalité avec des braquages et autres. Donc si on a ce projet-là, je pense que nous pouvons surveiller mieux donc, ce qui se passe sur la voie publique. Le directeur général de l'agence de l'informatique de l'État a mis l'accent sur le fait que le choix de Thiès n'est pas fortuit. L'idée aujourd'hui, c'est qu'au niveau de Thiès, qu'on puisse avoir également un centre de commandement qui puisse regrouper tous les acteurs, les forces de défense et de sécurité, mais également certainement vos agents, pour vraiment non seulement visualiser les images, mais également faire l'ensemble des analyses qui permettront vraiment de pouvoir mieux sécuriser la population. Les Thiessois ont constaté que depuis quelque temps, le taux de la criminalité a baissé dans la cité du rail grâce à ce projet. Les cas de vol perpétrés longtemps par certains conducteurs de moto Jakarta sont devenus rares. La direction de la protection des végétaux tire le bilan de la campagne pour la filière mangue. 12 000 tonnes produites à mi-parcours. Le Sénégal qui fait déjà mieux qu'en 2019. Les détails avec Habib Faye et Modou Diop. 45 inspecteurs contrôleurs formés pour assurer le suivi de l'exportation de la filière mangue. La direction de la protection des végétaux tire son bilan à mi-parcours de la campagne agricole. C'est ce qui fait qu'effectivement la production peut baisser drastiquement, effectivement. Si on parvient à régler cela, moi j'avoue qu'on peut atteindre des volumes quand même assez importants. Parce que la mangue, quand même, c'est une source de rentrée de devises pour notre pays. Les mesures de restriction ont causé d'énormes conséquences. Aux restrictions, les restrictions pour les déplacements quand même des opérateurs, parce qu'il y a certains opérateurs qui devaient donc s'approvisionner à partir de la Casamance, malheureusement n'ont pas pu se déplacer à temps, ce qui a impacté un peu les activités. Pour la production mangue, le Sénégal a fourni cette année plus de tonnes que 2019. Nous sommes aujourd'hui à 12 000 tonnes après exporter dans le marché de l'Union européenne, exporter globalement en Union européenne et dans les marchés de la sous-région. Si on compare avec la campagne passée à pareil moment, nous étions à 10 000 tonnes. Ce qui veut dire que malgré ce contexte, quand même, du point de vue volume, c'est quand même acceptable. Une campagne positive avance-t-il? Si effectivement la production à ce niveau est intéressante, moi j'estime qu'avant la fin de la campagne, on peut atteindre le volume de l'année dernière. Avec ces premières pluies, il y a les populations de mouches de fruits qui augmentent. Et là, nous continuons la surveillance. Et si effectivement les populations atteignent un certain niveau dans les stations de conditionnement, là, on sera obligé effectivement d'arrêter la campagne un peu plus précocement pour éviter des notifications qui peuvent remettre en cause l'origine sénégale. N'empêche, ils se sont rattrapés. 25 000 tonnes, c'est l'objectif que s'est fixé la DPV cette année. Les mouches des fruits, facteurs de destruction de la production.
Baccalauréat 2020, les épreuves physiques annulées puis maintenues se déroulent depuis le 22 et ce jusqu'au 28 juillet. Et jusqu'ici, aucun hic n'est à déplorer au niveau de l'IA de la banlieue. Là-dessus, nous écoutons Gana Sen, inspecteur académique de Pékin, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Et depuis le 23, donc, nous sommes sur les épreuves physiques du bac. Au niveau de l'académie de Pékin-Guédiawaye, qui compte 2 départements, nous avons au total 8 centres d'examen et 9 jurys. Ces 8 centres sont répartis comme suit. Dans le département de Guédiawaye, nous avons 2 centres. Dans le département de Pékin, qui est un peu plus vaste, nous avons 6 centres et 7 jurys. Un total de 20 070 candidats. Répartis comme suit. Dans le département de Guédiawaye, qui compte 2 centres, nous avons 5 681 candidats. Et dans le département de Pékin, qui compte 6 centres, 14 389. On a bien démarré dans les 8 centres. Donc, au niveau de chaque centre, nous avons mis en place un dispositif pour le respect des mesures barrières. Parce que les élèves sont convoqués par groupe. Digital, c'est le projet qui accompagne les jeunes femmes qui veulent entreprendre dans des industries créatives. Formation, coaching individuel, financement et accompagnement sont les volets de ce projet initié par Africulture Urbaine et Positif Planète International. Les détails avec Dissa Prera. Au départ, elles étaient 20 filles. À l'arrivée, seules 8 ont été sélectionnées. Un premier atelier de financement qui va permettre à ces jeunes femmes de commencer leur entreprise. Toutes ont choisi de s'engager dans les industries créatives. Entrer dans les industries créatives, ça peut paraître difficile. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous dites je veux parler d'art, je veux parler de culture, je veux parler d'art visuel, les gens vont dire « Ah, mais va chercher un travail au bureau ou bien va faire une formation professionnelle ». Je pense que c'est un domaine qui devrait vraiment être encouragé, que les jeunes également devraient se lancer dans ces domaines pour déjà promouvoir notre culture, la culture africaine, mais également mettre en avant tout le potentiel qu'on a parce que nous sommes tous créatifs. Actrice de projet, donc souvent, en écrivant souvent les rapports et autres, j'avais toujours besoin d'avoir des capacités en graphisme pour accompagner les rapports, avec habiller les projets et les rapports pour un peu justifier l'écriture par l'image. Et aujourd'hui, avec Positive Planet, je découvre que après avoir bénéficié de cette formation technique-là, j'ai la possibilité de créer mon entreprise et de pouvoir être entrepreneur et aller de mes propres ailes et enfin vivre de mon art. Après 16 mois de formation en graffiti, en DJing, en photographie et en musique assistée d'ordinateur, ces femmes peuvent aujourd'hui défendre le projet devant des institutions financières. On accompagne par la formation. Nous faisons ce qu'on appelle un coaching individualisé parce que toutes les filles n'ont pas les mêmes besoins. Le coaching est individualisé. Après le financement, nous faisons tout ce qui est post-financement. Post-financement, c'est la mise en place d'une petite compte. Déjà s'assurer effectivement qu'il n'y a pas de détournement d'objets parce qu'effectivement, ils ont financé pour un matériel précis. Mais aussi, ce qui est important aussi, c'est que mettre à leur disposition des outils de gestion qui leur permettent effectivement de gérer leur business et de les mettre en relation avec les institutions financières parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons un budget très limité pour les bourses, mais aujourd'hui, elles ont leur business plan qui leur permettent après d'aller pitcher leur projet au niveau des institutions financières comme les banques ou bien des institutions microfinances pour obtenir le financement qu'il faut. Mais tout le suivi post-financement, effectivement, nous l'assurons. Digital, c'est le nom du projet. Il a pour objectif d'accompagner 20 femmes de moins de 40 ans qui veulent travailler dans les industries créatives digitales au Sénégal. Et puis avant la page des sports, retenez cette information qui vient de tomber à Saint-Louis, un réparateur de portables tué par une moto. L'accident a eu lieu il y a de cela quelques minutes certainement. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de boxe, pleine d'ambition, Mamadou Mamoun Sen, veut restaurer la dignité des boxeurs et créer des champions. C'était à l'issue de l'Assemblée générale qu'il a porté à la tête de cette discipline. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Faraning et Ahmadouba.
Il faudrait rassembler cette famille parce que j'ai l'impression que c'est une famille quand même assez dispersée, éclatée, avec des cicatrices aujourd'hui qu'on doit refermer très rapidement et se concentrer sur le boulot. On a 4 ans pour relever la boxe. Moi, je n'aime pas dire ça, mais on l'a vraiment trouvé à terre. Parce que je pense que tout ce qui est corps arbitral, médical et tout ce qui est formation, c'est-à-dire quand je parle de formation, c'est beaucoup plus large que seulement ce qui se passe dans les salles, en dehors aussi des salles. Nous, on va essayer d'être bons, en gardant comme seul objectif d'être la meilleure fédération déjà nationale, mais aussi faire des champions africains dans notre mandature. Et me donner les moyens d'installer sur chaque région une salle qui est propriétaire de son foncier. Donc cette boxe a besoin aussi de la souveraineté nationale. Cette boxe a besoin de se débrouiller avec les Sénégalais, entre les mains des Sénégalais, mais on ne peut pas faire de la boxe seul dans son pays. Il faut métisser les compétitions, il faut amener des Européens, des Américains, des Sud-Américains faire des compétitions les week-ends ici. Le reste de l'actualité sportive avec Moussa Wagué du FC Barcelone sur le départ, Mbappé incertain pour la Ligue des Champions après la victoire du PSG en Coupe de France. Et puis Miller Hubo, meilleure performeuse mondiale de l'année sur 100 mètres. Cher Sadi Boudiara. Moussa Wagué sur le départ au FC Barcelone en Espagne. Le club catalan a placé le défenseur latéral et international sénégalais sur la liste des joueurs sur le marché. En difficulté au FC Barcelone depuis son arrivée en 2018, Wagué estimé à 10 millions d'euros a des contacts en Italie, en Belgique et en Turquie. Idrissa Gana Gueye a lui le sourire. Titulaire et vainqueur de la Coupe de France 2020 avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain sénégalais remporte le double Coupe Championnat comme en 2011 avec Lille. Gana peut espérer même un triplé, voire un quadruplé avec la Coupe de la Ligue le week-end prochain face à Lyon et la Ligue des Champions au mois d'août. Toutefois, le Paris Saint-Germain sera handicapé par l'absence de son attaquant vedette, Kylian Mbappé. Sorti sur blessure lors de la finale de la Coupe de France, Mbappé souffre d'une entorse de la cheville droite. La durée de l'indisponibilité de l'international français n'est pas encore communiquée. La Chine retrouve de son côté le football. Après 5 mois d'attente à cause de la pandémie du coronavirus découverte dans le pays, le championnat a repris ce samedi à huis clos à Dalian et à Suzhou, les deux villes qui accueillent les 16 clubs répartis en 2 groupes. Guangzhou et Shanghai ont disputé le match inaugural. En basketball, la NBA est à une semaine juste de la reprise. À Orlando, dans ce contexte de pandémie et de lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis, la Ligue va tolérer quelques prises de position. Ainsi, des équipes vont mettre un genou à terre lors de l'hymne national. Les 8 meilleurs au classement pour le moment, selon le Los Angeles Times. En athlétisme, la Bayamène Shawnee Miller Hubo a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres. Au meeting de Clermont aux États-Unis, la championne olympique s'est imposée en 10 secondes, 98 centièmes, battant les 11 secondes de Shelly Ann Fraser-Price. Au meeting de Clermont aux États-Unis, la championne olympique s'est imposée en 10 secondes, 98 centièmes, battant les 11 secondes de Shelly Ann Fraser-Price. Merci à vous, cher Sadi Boudiara. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFN. Au revoir.